Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment vérifier si votre serveur SQL est prêt pour le cloud, en prévision d'une migration. Et ensuite, étape par étape, comment on va opérer la bascule vers un modèle de base de données dit managé. Alors pour ce pas à pas, on sera deux à vous guider. Je suis très content car j'ai réussi à décrocher un peu de temps avec Nadia, qui est notre véritable mémoire vive de SQL. Bonjour Nadia. Bonjour Florent, ravi de te retrouver sur cette vidéo très intéressante puisqu'on parle SQL Server. Donc, bonjour à tous, je suis Nadia Belkadi, je travaille chez Microsoft France et je m'occupe de tous les sujets data, Azure Data et dont bien sûr SQL Server fait partie. Donc ravi de rejoindre Florent sur cette vidéo. Merci Nadia. Et justement, à propos de SQL, on vous propose d'explorer une transition qui consiste à déplacer une base de données hébergée sur un serveur SQL traditionnel, qui est en général hébergé dans un centre de données, vers une version dite gérée ou managée. Et tout cela va se dérouler en trois étapes. La première étape, on va tout d'abord venir connecter au serveur SQL un logiciel qui s'appelle Azure Data Studio, qui va permettre de réaliser d'abord une évaluation de compatibilité et déterminer bien un petit peu quelles sont les options à notre disposition pour pouvoir migrer cette base de données. Alors ensuite, côté cloud, on va venir provisionner dans le cloud Azure de Microsoft ce qu'on appelle une SQL Managed Instance. Donc là, on vous fait un peu de teasing sur le résultat de l'évaluation, mais c'est pour vous expliquer concrètement ce que vous allez voir par la suite. Donc pour faire simple, une SQL Managed Instance, c'est un service de base de données relationnelle qui va être entièrement géré par le fournisseur de cloud. Donc ici, en l'occurrence, c'est Microsoft qui va assurer la gestion de ce serveur pour vous et qui lui offre une compatibilité quasi complète avec SQL Server, avec bien sûr l'avantage de ne plus avoir à gérer donc toutes les couches basses. Alors vous verrez dans les résultats d'évaluation de compatibilité, notamment pourquoi on a fait ce choix. Et puis enfin, troisième étape, on va réaliser la bascule, ce qu'on va appeler un cutover. Et pour cela, on va s'appuyer sur un compte de stockage de type objet, que l'on va alimenter régulièrement avec des sauvegardes SQL ainsi que les journaux de transaction. Puis on va déclencher ici un service qu'on appelle LRS, Log Replay Service. Donc ce service, il est basé sur la technologie d'envoi de journaux de SQL, donc le log shipping. Il va venir analyser en continu le contenu du conteneur du stockage blob pour pouvoir ainsi reconstruire la base de données. Et puis bien sûr, on va vous montrer comment superviser tout le déroulement de la procédure le temps de la migration. Du côté des prérequis, c'est assez simple. Alors, il vous faudra évidemment disposer d'un abonnement Azure. Côté serveur SQL, il vous faudra un serveur SQL dans une version 2005 minimum ou supérieure. On va installer sur une machine d'administration le Azure Data Studio. En termes de prérequis sur le réseau, on aura besoin d'un virtual network et d'un sous-réseau dédié au service SQL Managed Instance. Il faut avoir au moins 32 adresses IP disponibles dans ce sous-réseau qui va être entièrement dédié au service de base de données gérées. Et enfin, en termes de rôle, on va être contributeur sur l'abonnement où on réalise les opérations. Et côté serveur SQL, il vous faudra être administrateur de la base de données ou un minima utilisateur SQL avec accès en lecture pour pouvoir réaliser l'évaluation. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que en fait, votre base de données, une fois migrée, elle sera hautement disponible puisque les SLA du service manager sont de l'ordre des 4.9. Donc, ça veut dire que là où le dispo sera mise en place, les procédures de sauvegarde. Donc, en fait, votre base, elle sera prête à être mise en production. C'est parti, on commence par installer le logiciel Azure Data Studio. Alors pour cela, on va récupérer les binaires d'installation. On vous partagera le lien vers cette page de téléchargement en description de la vidéo. Et donc Azure Data Studio, c'est un outil multiplateforme. Multiplateforme notamment, depuis qu'on a sorti SQL sur Linux, on utilise cette
outil-là qui permet donc de faire, entre autres, de l'administration et qui est donc disponible sur macOS Linux, par rapport à l'outil plus traditionnel que bon nombre de DBA SQL connaissent, qui s'appelle SQL Management Studio et qui, lui, est plutôt très orienté Windows. Donc ici, on récupère l'installeur, on vient l'exécuter. Là, j'utilise une machine de management basée sur Windows, donc on a un assistant assez classique qui se lance. C'est très simple, hein, c'est du suivant, suivant, suivant. Le logiciel s'installe et puis à la fin, vous avez cette interface graphique qui va apparaître. Et la première chose que l'on va faire, c'est d'étendre les capacités du studio grâce à des extensions. Donc pour ça, on va se rendre à gauche dans le volet panneau des extensions. Et ici, vous allez pouvoir rechercher Azure SQL Migration et puis cliquer sur Installer. Et cette extension SQL Migration, elle va permettre notamment de réaliser, entre autres, l'évaluation de compatibilité du serveur SQL pour voir les options de migration à disposition. Alors, très intéressant d'avoir ici l'assessment au travers d'Azure Data Studio, puisque préalablement, les DBA utilisaient le Database Migration Assistant, le DMA, mais qui a été annoncé finalement comme deprecated. Donc, vraiment, on vous encourage vraiment à utiliser les assessments au travers d'Azure Data Studio. Alors à partir de là, on va maintenant pouvoir démarrer notre évaluation de compatibilité. Donc la première chose à faire au niveau du studio va être de venir créer une connexion vers votre serveur de base de données SQL. Donc pour ça, on se rend en haut ici sur l'icône qui permet de paramétrer les connexions. On clique sur Nouvelle connexion. Vous avez un petit assistant qui vous permet de préciser les paramètres de votre serveur, donc notamment le type d'authentification et puis bien sûr le nom ou l'adresse IP de votre serveur ainsi que le port. Voilà, ensuite on clique sur Connecter. Et là, on va arriver sur cette page qui fournit déjà certaines informations, déjà sur l'inventaire des bases de données qui ont été détectées, sur les volumétries. On passe à la partie assistant d'évaluation de compatibilité en cliquant ici sur l'extension SQL Migration. Et à partir de là, on va pouvoir donc démarrer cette analyse. Donc ça va nous permettre d'identifier les problèmes de migration potentiels et puis récupérer aussi des instructions détaillées sur la façon éventuellement de les résoudre avant de démarrer une migration. Donc ça permet quand même de gagner beaucoup de temps et de ressources, d'énergie. Alors c'est parti, on clique sur Migrate to Azure SQL. Et on a cet assistant en plusieurs étapes qui démarre. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'il nous propose de sélectionner là où les bases de données qu'on souhaite évaluer. Donc ici, on va faire une évaluation sur une base de données qui s'appelle BlablaDB. Donc on coche ici BlablaDB. Ensuite, je clique sur Suivant. Et à partir de là, vous allez avoir l'analyse qui démarre. Alors ça va prendre un petit peu de temps, c'est variable, ça dépend de pas mal de choses. D'ailleurs, Nadia, je ne sais pas si tu peux nous donner quelques informations sur quoi à peu près là derrière quel type de d'objet ou qu'est-ce qui influence en fait le temps qui va être pris pour cette évaluation? Oui, bien sûr. Alors ici, c'est un assessment, donc pour vérifier l'éligibilité donc des objets. Donc, c'est-à-dire que ce qui va influer sur la durée de l'assessment, c'est effectivement le nombre de tables, le nombre de procédures stockées, le contenu, le nombre de lignes de vos procédures stockées. Donc, c'est pas du tout le nombre, la volumétrie au niveau des tables. Ça, c'est pas quelque chose qui rentre en considération, mais c'est vraiment tout ce qui touche autour des métadatas et le contenu des proc stocks ou des fonctions. Donc, plus il y a ce type d'objet, plus le temps de l'assessment sera long. Ok, bon, bah là, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, donc effectivement, Faut on attendre. attend, Oui. voilà. Et puis, une fois que vous avez votre résultat, vous allez avoir ici l'affichage des options de migration donc, qui sont proposées. On voit qu'on a 3 options pour migrer ce serveur SQL. Donc du mode le plus, on va dire, moderne, managé, qui est Azure SQL Database. On a la version SQL Manage Instance à côté, et puis la version un petit peu plus classique qui serait de migrer vers du SQL Server installé sur une machine virtuelle dans le cloud Azure. Et pour chacune de ces options, déjà on a une bonne synthèse
de l'état de compatibilité de notre serveur et de notre base de données surtout. Il y a un élément peut-être à rajouter sur cette partie-là, effectivement, c'est que donc ici, on fait l'assessment donc au travers d'Azure Data Studio, mais vous pouvez aussi laisser Azure Data Studio collecter les informations de performance. Donc là, il va aller récupérer les informations des vues système. Et donc, si vous laissez tourner pendant une journée, 2 journées, il va collecter ces informations-là et il va vous donner la taille de la target, c'est-à-dire pour une Azure Database, de combien de vecteurs avez-vous besoin, pour une Managed Instance, quel type de MI vous avez besoin, le nombre de vecteurs, la volumétrie. Et pour un SQL dans une VM, il peut même vous donner la famille de VM à prendre, une série D ou une autre série. Donc voilà, l'assessment et aussi toute la partie choix de la target. Ouais, donc c'est très riche en termes d'informations, hein, c'est une petite pépite en fait cette extension. Et donc, bah, par la suite, quand vous allez arriver sur la troisième étape, ici, voilà, vous allez pouvoir vraiment descendre dans l'analyse technique par type bien, de cible de migration. Donc, si on regarde déjà la première option qui serait de basculer notre base vers du SQL Database, ici, on voit tout de suite qu'on a identifié un problème potentiel. Alors, vous avez deux niveaux qui sont remontés. Un premier qui va être au niveau de l'instance SQL, et un deuxième qui va être plus lié cette fois-ci à la base de données. Et quand on clique sur la base de données, vous voyez qu'ici, eh bien, il a trouvé un problème avec une colonne qui est appelée next, qui n'est pas compatible avec SQL Database, donc ça peut provoquer une erreur. Et vous avez également ici la recommandation. Et pour le coup, la recommandation ici, ça serait de bien modifier certaines requêtes. Alors, ça nécessiterait une évaluation technique beaucoup plus approfondie, puisqu'il y aurait un travail supplémentaire à faire au niveau du code applicatif, donc c'est un petit peu lourd. Et c'est pour ça que on a fait le choix d'évaluer une autre option et de regarder, eh bien, si on souhaite basculer sur le service SQL Managed Instance, qu'est-ce que ça donne? Et là, la différence, eh bien, c'est qu'on voit tout de suite qu'on est au vert au niveau de l'instance et de la base de données et qu'on peut tout de suite, eh bien, basculer cette base de données vers le service SQL MI. Donc là, on est OK pour migrer la base de données en l'état, c'est-à-dire sans modification. Le rapport, on peut aussi l'enregistrer au format JSON si on souhaite passer en revue par la suite les détails ou l'analyser en dehors éventuellement de l'outil. Et puis ici, eh bien, on clique sur suivant. Et à partir de là, eh bien, on va mettre de côté le Data Studio. Vous pouvez conserver cette page ouverte et on va partir plutôt maintenant sur le portail Azure pour créer cette fois-ci l'instance SQL Manage. On passe maintenant au déploiement de la partie SQL Manage Instance. Donc on s'authentifie sur le portail Azure. On vient créer une ressource. Vous pouvez rechercher Manage Instance et vous sélectionnez dans le résultat ici SQL Manage Instance. Vous cliquez ensuite sur Créer. Donc c'est le service proposé par Microsoft. Et là, on va avoir eh bien, l'assistant de création Azure SQL Manage Instance avec pas mal de paramètres à fournir, donc les paramètres habituels, l'abonnement, le groupe de ressources dans lequel vous allez déployer l'objet. Vous allez ici indiquer un nom pour votre Manage Instance, la région géographique dans laquelle vous souhaitez déployer la Manage Instance. On peut laisser ici ce paramètre à non. Ensuite, vous scrollez un petit peu et là, on va commencer à avoir des options qui vont eh bien, concerner les performances et le coût également du service qui va nous être rappelé ici tout au long de la sélection des paramètres à droite. Donc pour ce projet de migration, ici au niveau du tiers, moi je suis parti sur un niveau de service dit general purpose, qui correspond, on va dire, à la plupart des cas pour des charges de travail de production. Après, il faut l'adapter évidemment en fonction de votre workload. Comme c'est une bascule pour de la production, je ne vais pas partir sur la préversion. Ensuite, ici, on peut régler le niveau de licence pour le service SQL Server. C'est ça, exactement. Donc, on a 3 niveaux. Donc, soit c'est le paiement à l'heure, soit vous avez déjà acquis les licences et donc dans le cadre d'un move to cloud, vous voulez réutiliser des licences existantes.
Si elles ont la software assurance, vous pourrez prendre le choix du milieu qui est Azure Hybrid Benefit. Et une nouveauté côté Managed Instance, c'est que, encore une fois, si vous avez la software assurance, c'est que cette instance sera utilisée dans le cadre du Disaster and Recovery, c'est-à-dire que ce sera votre instance de DR. Eh bien, vous choisirez le choix hybride failover right, et dans ces cas-là, eh bien, vous n'aurez pas à payer la licence. Donc, dans le cas Azure Benefit et dans les cas hybride failover right, vous ne payez pas la licence parce qu'elle fait partie, en fait, finalement, de la software assurance et de ce que vous avez déjà acquis préalablement. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de la software assurance, il s'agit d'un ensemble de bénéfices contractuels que les clients des technologies Microsoft peuvent utiliser. Et à partir du moment, eh bien, vous allez activer ces bénéfices. Le prix va notamment ici diminuer. Ensuite, on va pouvoir aussi spécifier le type de matériel sur lequel on souhaite que la manage instance s'exécute. Donc ici, on a du choix entre des séries standards et des séries premium. Nadia, si tu as quelques commentaires Oui, à nous faire là-dessus, pour nous orienter sur le oui. choix. Bien sûr, tout à fait. Alors, au niveau de la partie compute, donc c'est vraiment le hardware dépendra en fait de la quantité de mémoire dont vous allez avoir besoin, puisque chaque génération embarque enfin, une volumétrie de mémoire par vecteur. Donc, la standard série, qui était la série historique, hein, qui existe toujours, a un ratio de 5 gigs de RAM par vecteur. La Premium Series, qui est une génération beaucoup plus récente, vous permettra d'avoir 7 gigas de RAM par vecteur. Et puis, on a une petite troisième qui s'appelle Memory Optimized, qui vous permettra d'avoir 13 gigs de RAM par vecteur. Donc, si votre application est très memory intensive, dans ces cas-là, vous allez plutôt vous orienter sur de la premium ou de la memory optimized. Si c'est plutôt un workload assez standard, ben, vous pouvez très bien rester sur de la standard série avec la general purpose. Ça va très bien fonctionner. Super. On continue de scroller dans l'assistant. Donc là, on est parti sur une série standard. Et puis, on arrive à la dernière partie de cet onglet qui concerne la méthode d'authentification. Donc ici, nous, dans le cadre de cette bascule, on va conserver l'authentification SQL, qui est l'authentification assez courante dans le monde SQL de serveur hébergé. Et on a également deux autres modes à disposition ici. Qui sont d'ailleurs celles que vous avez l'habitude d'utiliser classiquement avec SQL Server, hein, donc le mode donc Windows Only, c'est comme ça que ça s'appelle pour les serveurs on-prem, authentification intégrée, donc voilà, celle qui est soulignée maintenant, ou alors l'authentification SQL Only. Voilà. Et puis une fois que vous avez réglé ça, vous renseignez le login admin. Alors attention, n'utilisez pas serveur admin, hein, c'est un rôle réservé sur le serveur, vous ne pourrez pas le renseigner ici. Et puis vous mettez un mot de passe. Je vous conseille d'utiliser un générateur car il doit faire au moins 16 caractères minimum avec des caractères également spéciaux à l'intérieur. Donc vous pouvez le générer et puis vous donc l'entrez ici. On passe ensuite à l'onglet réseau. Ici, soit vous avez déjà provisionné votre virtual network et le sous-réseau dédié, soit l'assistant va vous permettre tout de suite de le créer pour vous avec le bon nombre minimum d'adresses IP disponibles. Au niveau du type de connexion, on va conserver le mode par défaut proxy. Et ici, c'est important de venir activer le public endpoint pour pouvoir accéder donc à cette instance en dehors du VNet et qu'on puisse ainsi terminer cette migration. Et la version donc de TLS est 1.2, là il n'y a rien à toucher. On passe après aux paramètres additionnels et notamment un paramètre très important puisqu'il s'agit de la collation. Donc la collation, il ne faut pas se tromper ici puisque on ne pourra pas la modifier par la suite une fois que la manage instance sera provisionnée. Donc pour être sûr de ce qu'on rentre comme collation, vous pouvez revenir sur le Data Studio et sur votre base de données à migrer. Donc là, vous faites une nouvelle requête.
La requête, c'est select server property collation, vous l'exécutez, et puis ici, vous allez récupérer la collation dans laquelle eh bien, votre base est configurée. Et vous n'avez plus qu'à reporter cette collation dans le champ ici adéquat. Vous réglez ensuite le paramètre du fuseau horaire. Concernant la géoréplication, ici, on va conserver le paramètre par défaut. Et après, alors il y a un paramètre qui est quand même assez important, qui concerne les fenêtres de maintenance, puisqu'on est sur un service qui est géré. Donc ça veut dire que le fournisseur de cloud, en l'occurrence Microsoft, va venir appliquer des patchs, venir s'occuper de la partie maintenance du serveur. Et donc, pour limiter un petit peu l'impact sur vos applications, eh bien, il faut régler la fenêtre sur, en général, des plages horaires qui vont être eh bien, celles où vous avez le moins d'utilisateurs potentiellement connectés au système. Nadia, tu as peut-être des commentaires à nous faire sur cette partie maintenance Windows ou des bonnes pratiques à nous partager? Alors oui, c'est tout à fait ça. Donc comme le service manager donc embarque la haute disponibilité, hein, donc c'est derrière, c'est un cluster avec de l'always on. Soit en failover cluster, soit en groupe de disponibilité. Donc, ça veut dire que vous avez un serveur actif, les réplications du passif. Donc, en fonction de la mise à jour, on peut avoir à faire un failover pour mettre à jour. Donc, il est très important que vous vous assuriez que les applications embarquent ce qu'on appelle la logique de retry. Donc, dans les books online, vous avez tout un petit laïus qui vous explique comment mettre une logique de retry pour que ce soit totalement transparent. Et si vos applications embarquent bien cette logique, ben, en fait, les fenêtres de maintenance seront complètement transparentes et en fait, ça n'impactera pas du tout la production. Donc, effectivement, une information très importante à garder en tête. Ok, et puis, eh bien, en dernière partie des paramètres, la stratégie de mise à jour. Donc ici, on nous propose deux modes. Soit le mode où on souhaite toujours être le plus à jour possible, avoir toutes les dernières fonctionnalités dès qu'elles sont sorties. Soit le mode SQL Server 2022, qui est celui qu'on a préféré conserver dans le cadre de cette bascule, puisque cela permet eh bien déjà de fixer le niveau fonctionnel hein, qui n'ira pas au-delà de la version 2022, et également au cas où cela permet de faire un retour arrière si nécessaire. Donc voilà, on préfère ici, dans le cas de cette transition, fixer ce mode à SQL Server 2022. Et ensuite, on peut lancer la création de la manage instance. Alors, le temps de la création de la base et du service, on va créer le compte de stockage de type objet, donc Azure Blob, dans lequel on va venir eh bien, charger les sauvegardes et les journaux de transactions SQL en prévision de la bascule. Donc toujours depuis le portail Azure, on vient ici rechercher un service de type storage. On crée un compte de stockage. Donc là, on renseigne comme d'habitude les informations de base, la région, le nom du compte de stockage. Donc la région, vous le mettez bien dans la même région que le SQL Manage Instance. Le type de service, vous sélectionnez bien du stockage de type objet blob. Au niveau des performances, on peut se contenter du niveau standard. Et au niveau de la redondance, vous sélectionnez l'option de base, la redondance LRS, pour l'option de réplication. Passez à la revue, si tous vos paramètres sont OK, vous cliquez sur Créer. Donc ça, c'est assez rapide à faire. Et ensuite, une fois que vous avez votre compte de stockage, vous déroulez la partie Data Storage et dans la section Conteneur, vous créez un nouveau conteneur, vous lui donnez un nom, vous laissez le niveau d'accès sur Privé, on clique sur Créer. Ensuite, vous sélectionnez votre nouveau conteneur. Vous allez ici sur la droite là pour faire apparaître le menu qui vous permet de créer une signature d'accès partagé. Ça va nous permettre eh bien, d'envoyer nos sauvegardes SQL et les journaux de transactions de façon sécurisée, puisqu'on va générer ici une signature d'accès partagé avec un jeton qui vont être utilisés pour configurer l'authentification
depuis le studio, à partir duquel on va prendre les sauvegardes. Voilà. Donc vous récupérez bien ces informations, vous les mettez de côté, puisqu'on va s'en servir dans quelques instants. On passe maintenant à la sauvegarde de la base de données. Et on va pour ça, depuis le studio, donc créer différentes requêtes pour pouvoir réaliser ces backups. Donc là, on vient sur la base de données, nouvelle requête. Et si vous êtes sur une version SQL Server, alors c'est à partir de la version 2012, on peut effectuer des sauvegardes depuis le serveur SQL et envoyer ces sauvegardes directement dans le compte de stockage Blob que l'on a créé juste avant, donc en utilisant une option qui s'appelle Backup to URL, et c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors la première étape, et c'est pour ça qu'on vous a indiqué de mettre de côté les informations concernant la signature d'accès partagé, puisque ça va être de créer un objet donc de type credential avec l'URL vers le compte de stockage. On indique ici le type d'identité, shared access signature, et puis vous passez ici sur le paramètre secret, eh bien, la SAS qui a été générée précédemment. Vous exécutez. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire la sauvegarde complète de la base. Donc là, on fait un backup database, on indique le nom de la base de données, l'URL vers le compte de stockage, le conteneur, vous pouvez indiquer ici un dossier qui va contenir cette fois-ci le fichier de sauvegarde complète. Au niveau des options, on vous préconise fortement de mettre l'option checksum pour effectuer une vérification d'intégrité des sauvegardes. Ça va éviter vraiment d'avoir des erreurs potentielles de données endommagées quand on va basculer ensuite sur l'opération de restauration. Et puis Nadia, je crois que tu préconises aussi qu'on indique le paramètre de compression. Oui, tout à fait, déjà avoir à transférer un fichier qui est plus petit et puis surtout pour des questions de temps de performance. Donc du coup, ça permet donc du coup cette option vraiment de pouvoir optimiser toute la séquence backup restore en compressant toutes les données qui se compressent bien. Donc si votre base contient beaucoup de champs qui se compressent bien, genre tels que du texte, effectivement cette option est très intéressante. Voilà, on passe ensuite à la sauvegarde des journaux de transaction. Donc là, on fait un backup log, cette fois-ci, to URL, et ici, de la même façon, vous indiquez le dossier, un nom de fichier pour le nom des backups des journaux de transaction, et vous conservez bien les mêmes options. On ne l'a pas précisé, mais il faut que votre base de données au départ soit configurée avec un modèle de récupération qui soit en mode full pour pouvoir bien, faire ces backups complets, différentiels et de journaux transactionnels. Côté Azure, vous pouvez contrôler que la mécanique fonctionne. Donc là, vous allez dans le conteneur du compte de stockage et vous voyez que normalement, vous avez votre dossier qui doit apparaître et contenir les différents fichiers de sauvegarde. Donc là, c'est important à ce stade de vérifier que vos fichiers de sauvegarde apparaissent bien. Autre étape importante, ça va être de valider aussi que ces sauvegardes sont bien accessibles depuis votre instance manager SQL. Donc on va s'assurer que l'instance manager peut accéder aux fichiers contenus dans ce conteneur. Et pour ça, depuis le studio, vous allez créer une nouvelle connexion. Donc là, vous renseignez le nom d'hôte de votre manage instance, le port, vous indiquez le type d'authentification, vous renseignez votre identité, votre mot de passe, vous cliquez sur connecter. Et une fois que vous êtes sur votre email, ici vous pouvez faire un clic droit, nouvelle requête. Donc là vous recréez un objet de type credential avec la signature d'accès partagée pour vous authentifier, vous exécutez. Et vous pouvez faire un test tout simple de restauration qui consiste en fait à vérifier que vous arrivez bien à lire les entêtes de la sauvegarde. Donc là, vous faites un restore header only
et vous indiquez l'URL qui pointe vers votre fichier de sauvegarde complète. Et vous devez avoir un output qui vous présente différentes informations. Et ça confirme bien, que votre sauvegarde est intègre et qu'on va pouvoir passer à la phase de bascule opérationnelle. Dernière partie, on va cette fois-ci travailler sur la bascule opérationnelle en utilisant le Log Replay Service, qui est un service basé sur la technologie de log shipping de SQL Server. Et le LRS, il va nous permettre de réaliser une bascule quasiment à chaud, puisque son objectif, à partir du moment où on va venir le déclencher, comme on va le voir ici, ça va être de venir lire en continu tous les fichiers de sauvegarde, et notamment les journaux de transaction que l'on va alimenter dans le conteneur du compte de stockage, jusqu'à qu'on soit prêt à faire la bascule sur la SQL Manage Instance. Donc pour le déclencher, on vient ici ouvrir un interpréteur de commandes comme PowerShell, on importe le module SQL, et on lance la commande Start AZ SQL Instance Database Log Replay. On a un certain nombre de paramètres à fournir, donc comme d'habitude, le groupe de ressources, le nom de votre instance MI. Vous indiquez l'URL vers votre compte de stockage et vers le conteneur qui contient l'ensemble des sauvegardes. Vous passez aussi en paramètre le jeton d'authentification. Et vous donnez un nom à la base de données qui va être reconstruite en format géré. Alors, ici, en général, vous allez indiquer le même nom de base de données que celle que vous avez actuellement sur votre serveur SQL. Pour faciliter le suivi de la vidéo et du tutoriel, on a juste mis un nom légèrement différent pour bien différencier les deux. Mais dans la pratique, on mettra bien le même nom de base de données. Et donc, dès que vous déclenchez ce service, le LRS va vraiment tourner en continu jusqu'à ce qu'on soit prêt à basculer, et donc on ait fait la prise des derniers journaux de transaction pour avoir l'ensemble des datas à jour. Donc dès que vous avez déclenché ça, vous allez voir ici dans votre SQL Manage Instance qu'une base de données apparaît et qu'elle apparaît dans un état de restauration. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, donc, comme le disait Florent, hein, le log flipping, c'est la mécanique derrière. Donc, en fait, au fil de l'eau, il va faire du restore database. Donc, la toute première fois, il va faire un restore database with no recovery, qui va mettre la base en restoring. Les différentiels, de la même façon, ça va derrière, le LRS va faire du restore database with no recovery. Et pour toute la suite des journaux de transaction, en fait, le LRS va se fier par rapport aux informations relatives au header du fichier de log. Donc, il sait toujours identifier quel est le dernier à restaurer. Et comme ça, il va les restaurer au fil de l'eau en mode no recovery, ce qui met la base, bien sûr, dans un état restoring, toujours en attente de restauration des logs. Voilà, et on peut contrôler aussi que depuis le Data Studio, si on rafraîchit les informations de la MI, on voit que cette fois-ci que la base apparaît. Alors là, on est en cours donc de restauration, et à partir de là, vous avez la possibilité de superviser la progression du log replay service grâce à une commandelet, voilà, qu'on vous a préparée ici, et qui va vous renvoyer des informations sur l'état actuel du service, et notamment le dernier fichier de sauvegarde qui a été restauré. Et ici, en l'occurrence, on va voir que le dernier fichier traité, c'est le fichier de sauvegarde qui contient les journaux de transactions. On voit que pour l'instant, 3 fichiers ont été restaurés, donc ça correspond à notre backup full, à notre différentiel, et puis au journal des transactions qu'on a envoyé jusqu'à présent. Et donc on parle bien de journal jusqu'à présent, puisque là, le but maintenant de l'opération, ça va être de réaliser ce qu'on appelle la prise d'un tail log backup, donc pour vraiment récupérer les toutes dernières transactions qui sont écrites dans les journaux, les envoyer vers le conteneur Azure Blob pour alimenter le LRS. Et ici, je passe le paramètre noRecovery qui va mettre la base dans un état où elle n'acceptera plus de nouvelles connexions. Donc là, il faut vraiment avoir prévu la bascule de l'applicatif également vers la
nouvelle manage instance à ce niveau-là. Et donc, ça sera vraiment un move to cloud et une migration online, puisque vous pourrez très bien préparer ça une semaine avant, le switch, préparer ces jobs de backup vers le container et donc là, le LRS qui restera au fil de l'eau. Puis le week-end, vous êtes prêt à migrer votre application vers la managed instance. Bien, effectivement, il y aura juste effectivement le dernier log à restaurer. Voilà, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, hein. On voit bien que cette fois-ci, on a restauré un quatrième fichier qui correspond au tout dernier log, le fameux tail log. Et donc, à partir du moment où on va être prêt à faire le cutover, c'est-à-dire la bascule dans le cloud, dès que vous êtes prêt, eh bien, vous pouvez terminer, donc indiquer au service LRS cette fois-ci de s'arrêter et puis de préparer la base de données au mode online avec la commande LED suivante. Donc, c'est un complete AZ SQL Instance Database Log Replay et vous indiquez ici ces paramètres en fournissant le nom du dernier backup pris, donc le log tail backup. Et ce que fera cette commande derrière, si on lève un petit peu le capot, c'est que ça fera un restore du log, mais cette fois-ci avec l'option with recovery pour mettre la base en mode online. Et c'est ce qu'on peut tout à fait contrôler à la fin, puisqu'on est passé du mode restoring à online. Et cette fois-ci, la base est prête à recevoir des connexions. Ouais, si on rentre dessus, on voit qu'elle est bien active. Et puis ensuite, eh bien, on a les paramètres par défaut, notamment concernant la rétention des sauvegardes automatiques, que l'on peut venir configurer à ce niveau-là. Et puis enfin, toute dernière étape, on peut s'assurer que l'ensemble des données ont été migrées en lançant une requête sur cette nouvelle base de données gérée. Ici, on voit bien que tout le contenu des tables est disponible et que la migration est terminée. Et c'est sur cet écran que s'achève ce tutoriel. Merci beaucoup Nadia pour ta participation et merci de toutes les super infos que tu nous as partagées. Merci à toi, Florent, et ravi vraiment d'avoir participé à cette session. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère que cela vous a été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de la vidéo. On se fera un plaisir de vous y répondre et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci, au revoir.